Ah, mais il y a déjà du monde. Juste pour faire un petit check au niveau du son, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un petit pouce ou m'écrire parmi les commentaires si vous m'entendez bien? Super. Allez, on va attendre encore quelques instants, quelques minutes, une toute petite minute, voir s'il y en a un petit peu de monde qui nous rejoint. Merci Steve, merci de m'avoir confirmé pour le son, c'est super sympa. Allez, une petite minute et on démarre. C'est un petit live pour Trimag, spécial un peu confinement. On va essayer malgré tout d'en produire d'autres durant l'hiver et pas forcément avec ce thème. Alors là, on va parler de course à pied, on va pouvoir parler aussi de tous les autres sports, mais avec quand même cette petite contrainte de 1 heure hors de chez soi à 1 km. Comme on vous l'a annoncé, il y a un livre à gagner. Je suis triathlète aux éditions Amphora. Et parmi tous les gens qui ont partagé la publication de Trimag, eh bien, il y a une 50aine de participants. On fera le tirage au sort en fin d'émission, en fin de retransmission. Allez, il est 19h02. Action, on y va. Merci de nous rejoindre donc, sur la page de Trimag, la page Facebook de Trimag, du magazine Trimag. Je m'appelle Frédéric Hurlin, je suis entraîneur de triathlon. Ma boîte s'appelle Azure Performance. On a déjà fait quelques Facebook Live, notamment l'hiver dernier pendant le confinement. Vous retrouvez régulièrement dans les pages de Trimag mes articles entraînement. Vous retrouvez aussi de temps en temps mes plans d'entraînement. L'année dernière, je vous ai proposé le plan d'entraînement pour le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler un petit peu plus course à pied, mais on va pouvoir dériver sur la natation et sur le vélo un petit peu naturellement. On va parler de la course à pied, notamment sur cette idée un peu saugrenue, mais somme toute parfaitement valable, de courir lentement pour pouvoir courir plus vite. Il faut avoir en tête que notre organisme fonctionne avec 3 moteurs. Un premier moteur qui est le moteur aérobie, le moteur de l'endurance. Le deuxième moteur, c'est le moteur anaérobie lactique. Anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, lactique avec la production de petits déchets un peu désagréables qu'on appelle des lactates notamment. Alors il n'y a pas que ça, mais on retiendra les lactates. Et après, un moteur qu'on utilise très rarement, enfin très rarement, en tout cas nous triathlètes on utilise très rarement, c'est le moteur anaérobie alactique, donc sans oxygène, sans production de lactate. Mais ça, c'est le moteur des sprinters, c'est le moteur des haltérophiles, pour des efforts très courts, très puissants. Nous, en triathlon, quasiment quelle que soit la distance, on va utiliser en priorité le moteur de l'endurance, l'aérobie, et le moteur anaérobie lactique. Eh bien, le fait de se mettre à courir lentement et se forcer à faire pas mal d'endurance va permettre plusieurs adaptations dans notre organisme. Nous, ce qu'on voit lorsqu'on va courir, c'est je fais mon footing en endurance, je suis un tout petit peu essoufflé, je suis capable de discuter avec un compagnon de footing. Mais dans notre organisme, plein de choses se mettent en place. Première chose, sur le choix du carburant. Ce carburant, en matière d'endurance, principalement ce sont les graisses, les lipides qui proviennent de notre alimentation. Si on accélère un petit peu, on va demander au moteur anaérobie lactique de venir filer un petit coup de main. Et là, c'est en priorité les sucres. Alors, naturellement, notre organisme a plutôt tendance à venir piocher dans les sucres. C'est plus facilement utilisable. Et il faut un petit peu d'entraînement. Il faut apprendre à nos muscles, apprendre à notre organisme à libérer les lipides, les graisses qui sont en quantité très importante dans notre organisme. On en a... Bien, écoutez, on en a un petit peu au poignet d'amour, on en a dans les fessiers, les femmes en ont dans la poitrine.
et même quand on est très sec, avec un taux de masse grasse très limité, on a toujours plus de graisse que de sucre à disposition. Donc lorsqu'on prépare une compétition qui va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 12 heures, il vaut mieux utiliser en priorité les graisses. Le fait de faire des efforts d'endurance et donc de rester en aérobie sur des efforts très souples, déjà va apprendre à notre organisme à utiliser les lipides en priorité. Vous préparez un Alpha Ironman, vous préparez un Ironman, ça c'est le bon point. Après, de manière vraiment très profonde dans notre organisme, plein d'adaptations chimiques vont se mettre en place, notamment dans le fonctionnement de nos biscottos, de nos cuisseaux, de nos fessiers, de nos mollets, pour utiliser au mieux ces lipides pour produire le carburant spécifique de la fibre musculaire qu'on appelle de l'ATP. D'accord ? Il faut imaginer que notre alimentation n'est pas utilisable directement dans les fibres musculaires. Notre alimentation va servir à créer ce carburant musculaire. Et là, il y a plein d'adaptations. Des adaptations qu'on dit enzymatiques. Alors, on est vraiment sur de la chimie. Je ne vais pas rentrer, vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que cette chimie, rapidement, je pense que la plupart d'entre vous, je vous perdrai. Et puis, ce ne serait pas très, très intéressant. Malgré tout, ces efforts d'endurance sont nécessaires. Il ne faut pas croire que pour courir plus vite, quelle que soit la distance de son triathlon, que ce soit un triathlon S comme un triathlon XXL, il ne faut pas croire que pour courir plus vite, il ne faut faire que des séances d'intensité. C'est comme, imaginez, je veux construire un château fort en Lego. Et je ne peux pas construire ce château fort en Lego en achetant une seule et unique boîte de Lego qui contiendrait toutes les pièces de Lego. Je suis obligé d'acheter des pièces provenant de l'endurance et des pièces provenant des séances de fractionnés. À partir de ces deux boîtes de Lego, je vais pouvoir construire mon château, ce château qui est ma condition physique pour être performant sur un Ironman, sur un Alpha Ironman, sur un M, sur un S, sur un XS. Mais malgré tout, pour que mes séances d'intensité soient pleinement efficaces, il me faut ces sorties en endurance. Pour que ces sorties en endurance soient pleinement efficaces et me permettent d'être plus endurant, il me faut ces séances d'intensité. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que je fais de l'Ironman où je me dis il va falloir que je tienne 12, 10, 12, 14 heures d'effort qu'il faut que je ne fasse que des sorties longues. Et c'est la même chose à vélo, que je ne fasse que des sorties longues à vélo et ça passera. Oui, ça passera, mais vous ne serez pas très très rapide. Et d'un autre côté, ce n'est pas parce que je fais que des triathlons XS, S, voire M, donc il va falloir de la vitesse. C'est pas pour cette raison que je vais me retrancher uniquement derrière des séances d'intensité. Si vous ne faites que l'endurance, vous serez un gros diesel. Incapable d'accélérer, vous ne roulerez pas très vite, vous nagerez pas très vite, vous ne courrez pas très vite. Si je ne fais que des séances sur piste d'athlétisme, il n'est pas écrit que vous ferez un très bon 5 km enchaîné sur un triathlon S ou vous ferez un très bon 10 km sur un distance olympique. Ça, il faut le garder en tête. C'est super important. On est en période bientôt vraiment hivernale. En plus, on n'a que 1 km à l'extérieur de chez soi pour essayer d'aller courir. Il ne faut pas se dire bon, j'ai qu'1 km, je vais m'échauffer un petit peu et je vais faire que des séances d'intensité. Non, essayez de conserver malgré tout, une base d'endurance. Alors bien sûr, 1 km de chez soi, c'est pas fandard, j'en conviens tout à fait. Mais par contre, vous pouvez peut-être vous créer des séances d'endurance mêlant et la course à pied et le vélo. On peut imaginer un échauffement de 20 minutes sur le home trainer, 20 minutes de course à pied, 20 minutes sur le vélo et peut-être encore une fois 20 minutes en course à pied. Un moyen de casser la routine et d'avoir une base d'endurance qui aurait été habituellement hors confinement, 1 heure de course à pied. Donc ça, vous pouvez le faire à volonté, parce que vous allez être en plus dans la pleine spécificité du triathlon, du vélo, enchaîné avec de la course à pied. Par contre, encore une fois, sur le vélo comme en course à pied, on reste sur de l'endurance. En complément, vous pourrez vous rajouter une séance d'intensité, une séance de fractionné, une fois dans la semaine. Ce qui va permettre de stimuler tout ce qui vient de l'endurance
et vos sorties en endurance, ces enchaînements en endurance, vélo, course à pied, à partir du home trainer, vous permettront d'exprimer pleinement les résultats d'une séance d'intensité. Ce principe, il est valable. Là, dans cette situation de confinement, on ne peut pas aller courir très loin et faire 1 heure à faire le hamster dans sa rue. Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais ce principe d'alternance, endurance, intensité, vous allez pouvoir le garder tout au long de votre saison. Notamment lorsque vous notez vos séances d'entraînement. Soit vous les notez sur un carnet papier, soit sur un tableur Excel. Pour certains, peut-être, vous utilisez des plateformes d'entraînement, comme moi personnellement, pour travailler, j'utilise TrainingPeaks. Vous allez avoir la possibilité de checker est-ce que vous êtes majoritairement en endurance sur votre volume hebdomadaire d'entraînement ou majoritairement sur l'intensité. Et il y a un concept assez important que je vous ai déjà développé dans un numéro de Trimag, de TrainingPeaks, dans un numéro de Trimag, qui est le concept de polarisation de l'entraînement. On sait aujourd'hui que pour progresser dans le domaine des sports d'endurance, il est bien d'avoir 80% de son volume d'entraînement ciblé sur de l'endurance et 20% sur des efforts d'intensité. Cette polarisation de l'entraînement, c'est vraiment ce rapport de 1 pour 4, une séance d'intensité pour 4 séances d'endurance qui permet d'exprimer au mieux tous les bienfaits de l'endurance et d'exprimer au mieux tous les bienfaits de l'intensité. Selon le volume d'entraînement que vous pouvez vous accorder chaque semaine, en période de confinement et hors période de confinement, ce sera peut-être 4 séances d'entraînement en endurance, plutôt sur une dominante d'endurance, pour une séance d'intensité. Bien sûr, parmi les séances d'endurance, ça peut être un footing, mais ça peut être aussi une séance technique en natation, ou une séance vraiment d'endurance d'aérobie en natation. La sortie avec les copains le week-end à vélo. Déjà, vous voyez, on est à 4 séances en endurance. Et puis ensuite, si vous voulez progresser un petit peu plus en course à pied, votre séance d'intensité. Alors bien sûr, là, je vous mets une séance d'intensité en course à pied. Ça pourrait très bien être une séance d'intensité à vélo parce que vous voulez bosser un petit peu plus à vélo. Ou une séance de vitesse en natation parce que vous voulez bosser un petit peu plus votre vitesse en natation. Là, dans le cas précis, on parle de course à pied parce qu'il est quand même très difficile d'aller faire de longues sorties en endurance en ce moment à vélo, à moins d'être adepte de certaines plateformes, avec pour rouler à l'intérieur sur son home trainer. Il va falloir peut-être en ce moment cibler un petit peu plus la course à pied. La natation, j'espère, très rapidement, tout le monde pourra retourner dans l'eau chlorée pour nager. Mais le vélo, il va falloir attendre au moins le 1er décembre pour pouvoir franchement rouler. Ce principe-là, dans tous les cas, vous pouvez le garder tout au long de votre saison. Lorsque vous créez votre routine d'entraînement hebdomadaire, prenez-y, vraiment, posez-vous avec qu'est-ce que je veux mettre dans chacune des séances d'entraînement et bien vérifier que vous ne mettez pas trop d'endurance et pas trop d'intensité. En règle générale, on a tendance à vouloir faire trop d'endurance en se disant plus j'en mets, plus je me fatigue, plus je vais progresser. Attention, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'intensité que l'on va progresser, notamment en course à pied, qui reste quand même un sport très traumatisant. Pour les articulations, qui reste traumatisant aussi musculairement. Lorsque vous faites une séance de course à pied sur piste d'athlétisme, en règle générale, le lendemain matin, vous avez plutôt les jambes un petit peu dures. Il y a une forte dégradation musculaire. Donc, il ne faut pas trop en abuser. Il faut vraiment cibler l'activité sur laquelle on veut mettre son travail d'endurance. Et ainsi, on peut derrière dérouler toute la partie intensité et être sûr qu'on n'en fait pas trop. Si on en fait trop, on va se blesser et on va finir potentiellement en surentraînement. En surentraînement, vous n'allez pas récupérer, vous allez être fatigué. Potentiellement, sur la motivation à aller s'entraîner, ça risque de plonger. Et si vous entrez dans un surentraînement très marqué, attention, vous pouvez tuer votre saison à venir dès le mois de décembre ou dès le mois de janvier. Donc on y prend garde. Lorsqu'on commence à avoir un petit peu moins envie d'aller s'entraîner, perte d'appétit, un petit peu mal partout, pour rien,
difficulté à s'endormir, potentiellement on rentre dans du surentraînement. Et là, c'est vrai que l'usage de plateformes, alors dont celle que j'utilise, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Nolio, TrainingPeaks, euh, qui permettent d'avoir un peu des outils d'aide à la prise de décision pour vérifier qu'on n'entre pas dans du surentraînement. Si les sensations sont temporairement bonnes, ces plateformes permettent de vous donner une photographie de votre état de forme et de ce que vous avez fait à l'entraînement et de voir si vous entrez dans un surentraînement. Et c'est toujours bien, de d'anticiper ce surentraînement avant qu'il soit vraiment installé. Ça, c'est quelque chose là aussi à faire tout au long de sa saison et pas uniquement pendant la période hivernale où on a tendance à être un petit peu volumineux sur l'entraînement. Plus on va approcher des périodes de compétition et plus ce principe, on va faire quand même attention à ne pas rentrer dans du surentraînement, plus ça va être important d'avoir en tête pour ne pas griller toute sa préparation et arriver fatigué sur son objectif. Alors je sais bien que pour l'année 2020, les objectifs ils se sont réduits à la portion congrue. On n'a pas eu beaucoup de compétitions. On croise les doigts pour que 2021 nous permette d'avoir une saison relativement normale. Mais c'est vrai qu'on imagine sur une saison 2020, si vous avez raté votre objectif parce que vous étiez fatigué, vous n'avez pas eu les mêmes sensations qu'habituellement, vous n'avez pas pu vous exprimer physiquement comme d'habitude, c'est vrai que vous pouvez terminer votre saison un petit peu sur les crocs. Et donc faites attention, vous reprenez votre entraînement pour l'hiver. C'est pas parce que vous avez zappé un peu votre objectif par une envie de bien faire et de faire peut-être un petit peu trop. C'est pas pour ça qu'il va falloir en faire trop cet hiver. Sinon vous allez arriver au mois d'avril, au mois de mai, avec un manque d'envie et avec une absence d'énergie. Et derrière, lorsqu'on va accrocher un dossard, ça ne se passera pas forcément très bien. Écoutez, ça fait un gros quart d'heure que je vous parle. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez profiter des commentaires, vous tapez la question, moi je la vois apparaître. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour bien pouvoir la lire. On va recadrer un petit peu. Hop, voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, en priorité bien sûr sur la course à pied, mais si vous voulez, on peut dériver peu à peu sur d'autres sujets. À vous. Alors j'ai vu une réflexion tout à l'heure, lorsque ça grince un peu le matin, ça s'appelle la vieillesse. Faites attention, là aussi, plus on prend de l'âge, plus les délais de récupération d'une séance à l'autre, plus ces séances, il faut peut-être, notamment les séances d'intensité, il faut peut-être les espacer un petit peu. Chez les jeunes, j'hésite pas, chez les moins de 30 ans, j'hésite pas à proposer 2 séances d'entraînement intensif, 2 séances de fractionnés dans la semaine. Plus on avance en âge, plus je vais espacer, et pour des triathlètes cinquantenaires et plus, c'est plutôt une séance d'intensité, tous les 15 jours, enfin tous les 10 jours, pardon, pas tous les 15 jours. Et plus on approchera par contre de l'objectif, plus on va encore plus espacer ces séances d'intensité pour être sûr que notamment musculairement, il y a une pleine récupération. Alors dites-moi, une question de Guillaume. En ordre de volume horaire, à quoi correspond en heure environnement le surentraînement? Très difficile à dire ça, Guillaume. On n'est vraiment pas tous égaux en matière de récupération. On entend souvent les professionnels s'entraîner 25, 30 heures, voire 35 heures par semaine. Typiquement, moi, 30 heures dans la semaine, j'en suis incapable. Je suis incapable de faire ça sur une semaine. Vous me mettez directement en surentraînement. Le surentraînement, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel et qui pourra même évoluer tout au long de votre carrière ou par rapport à une période de l'année. Donc c'est compliqué. On peut imaginer qu'en ce moment, il fait nuit un petit peu tôt, on a un peu moins de lumière, il commence à faire froid. Probablement, ce phénomène de surentraînement apparaîtrait bien plus rapidement qu'en plein été, avec des températures parfaitement agréables pour pratiquer notre sport d'extérieur. Difficile à dire. Potentiellement, je suis à peu près persuadé que des personnes avec en plus une activité professionnelle un peu prenante, une vie familiale un peu prenante, en 10 heures, on les met en surentraînement. Quand d'autres, on va pouvoir les entraîner 20 heures sans aucun souci. Il faut être à l'écoute de son corps.
Il faut être aussi un peu observateur sur ces temps, par exemple en natation, sur ces temps qu'on arrive à tenir sur une piste d'athlétisme, sur la puissance qu'on peut encore générer sur son vélo lorsqu'on est équipé d'un capteur de puissance, et se rendre compte que là, on a un peu de mal à réaliser ce qu'on a l'habitude de faire. Ça déjà, ça peut être un premier indice de surentraînement. Après, je vous ai donné deux, trois indices vis-à-vis du surentraînement. Lorsqu'on commence à être un peu de mauvaise humeur, on a du mal à s'endormir, lorsqu'on n'a pas très faim et lorsqu'on perd un petit peu trop de poids, ça veut dire qu'on commence à rentrer peu à peu là-dedans, dans ce phénomène. Nous, le sportif en général, on ne s'en rend pas beaucoup compte. Par contre, notre entourage peut commencer à nous faire une réflexion sur le fait qu'on est peut-être un petit peu moins sympa que d'habitude, on s'énerve un petit peu trop pour rien du tout, on mange pas beaucoup et nous on a du mal à le voir ça. On est un peu tête dans le guidon, on est dans notre trip, c'est un peu notre entourage qui doit être un peu le signal d'alarme à ce niveau-là. Une question d'Adrien. Parlons du 80-20. Pour vous, nous le faire par discipline et non au global. Dans tous les cas, si tu le fais par discipline, au final, sur ton volume global, ça, à mon sens, ça restera sur du 80-20. Par contre, il va de soi que, par exemple, tu peux te dire, là, j'ai envie de bosser un peu fort ma course à pied et faire tes séances d'intensité en course à pied et tout le reste de ton entraînement sur le vélo et en natation en endurance. Et au final, tu auras potentiellement ton 80-20. Je me suis rendu compte que en étudiant un petit peu plus tous les plans d'entraînement que je faisais, mais en les prenant vraiment avec pas mal d'années de recul, et en regardant même la constitution d'une séance d'entraînement, naturellement, on tend vers du 80% d'endurance, 20% d'effort intense. Regardez bien, ne serait-ce qu'une séance 10 fois 400 mètres en course à pied, qui est quelque chose qui arrive très régulièrement dans votre saison. Regardez bien le temps passé à haute intensité par rapport à tout le temps passé à s'échauffer, à récupérer entre ces 400 mètres et à récupérer à la fin de la séance. De la même manière, vous prenez une séance d'intensité à vélo, regardez, très rapidement, vous allez voir qu'on est sur du 80-20. Et quand bien même ce serait un petit peu déséquilibré parce qu'on n'a pas trop de temps pour s'échauffer, ce qui n'est pas très bien, et pas trop de temps pour récupérer en fin de séance, et on a l'impression qu'on a plutôt fait du 50-50, à l'échelle de notre semaine, sauf si on est vraiment bourrin, et encore une fois, je ne vous recommande pas de le faire, mais à l'échelle d'une semaine, d'un bloc d'entraînement, d'une saison, on se rapproche assez naturellement du 80-20. Tout simplement qu'à un moment, on a les ailes qui touchent la piste, à vouloir faire trop d'intensité, on n'est plus bon à rien et on se range très naturellement vers un footing d'endurance alors qu'on avait prévu de faire des intensités. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, ne faites pas les timides. Ce concept de 80-20, il repose sur de l'observation, je rebondis juste dessus, le temps qu'il y ait des questions qui tombent, il repose et sur un vrai concept physiologique qui a été étudié et mis en avant, et sur le fait que la plupart des préparations gagnantes, j'ai envie de dire, s'orientent vers ça. Alors, Clément, alors... Hop. Je suis désolé Clément, je n'ai pas la fin de ton message. Clément, si tu veux me reposer ta question, je n'arrive pas à voir la fin de ton message. Je vais sauter sur la question de Tony. Fred, avec un casque aéro, est-ce que ça aide beaucoup? Oui, alors là, je ne suis pas forcément le plus à même de vous parler de matériel. Ma femme, qui était triathlète et une bonne triathlète, elle s'occupait de ça. Moi, je m'occupais de son entraînement et elle du matériel. Casque aéro, oui. Ce qui est clair, malgré tout, même si je suis franchement pas un pro du matos, casque aéro, il va de soi que sur des épreuves où on doit rester en position aérodynamique, ça devient un incontournable. Par contre, 2-3 remarques, 2-3 recommandations. Attention, un casque aéro c'est bien, mais certains casques aéro ne sont pas du tout aérés. Et selon l'épreuve et surtout la météo, la température, le jour de l'épreuve que vous visez, n'allez pas vous faire sauter la cafetière avec un coup de chaud sous un casque aéro qui n'est pas du tout aéré.
Là, je rebondis sur ce que je vous disais. Ma femme, donc, qui faisait du triathlon, mais qui va probablement s'y remettre dans quelques temps. Son premier casque aéro, c'était un casque Ecoy sans aucune aération. Casque très bien sous nos latitudes. En été, ça commençait à devenir limite. Et elle a eu la chance d'aller faire les championnats du monde Alpha Ironman à Las Vegas. Et malheureusement, à Las Vegas, le désert du Nevada est très loin d'être l'endroit le plus frais du monde. Le casque aéro, il est resté dans la housse et très rapidement, elle a pris le casque traditionnel pour avoir un maximum d'aération. Elle avait trop chaud. Elle a fait une première sortie de 2 heures. Au bout de 2 heures, elle n'arrivait plus à arquer. Les puissances qu'elle développait, ça n'avançait plus. Tout simplement, la tête, au niveau de la tête, elle avait trop chaud. Et ici, on a une zone particulièrement importante. Alors d'un côté qu'il faut protéger du froid à l'hiver, mais qu'il faut aussi protéger du chaud l'été. Et avec le casque aéro, ça ne tenait pas. Donc des marques comme Ecoy, mais quasiment toutes les marques, Casque, Casco, ont fait évoluer leur matériel pour intégrer des aérations sur ces casques et bénéficier et d'un côté du côté aéro et de l'autre côté de ce côté ventilation qui est super important au niveau de la tête. Alors, voilà la question de Clément. Une semaine plus souple après 3 semaines plus intenses et plus volumineuses. Alors oui Clément, ouais. Il est intéressant et il est vital, tout à l'heure on parlait de surentraînement, d'accepter que certaines semaines seront plus souples dans votre entraînement. Vous ne pouvez pas vous entraîner 50 ou 52 semaines dans l'année de la même manière, avec le même volume et les mêmes intensités. Alors c'est vrai que ce rythme de 3 semaines, une semaine, est pas mal du tout. On est calé sur un mois calendaire. Pour les triathlètes féminines, ça peut être pratique parce qu'il leur arrive un petit truc toutes les 3 semaines. Donc ça permet de souffler et de se mettre un petit peu dans des conditions un petit peu faciles, notamment pour son hygiène intime, avec le cuissard et la natation, ça peut être peut-être problématique. Donc c'est vrai que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise dans les plans d'entraînement que je ferai. 3 semaines d'entraînement, une semaine un petit peu plus souple. Alors attention, plus souple, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, d'accord? Je maintiens, alors selon le niveau d'engagement du sportif, selon l'historique et l'historique et les objectifs à venir, ça peut être des semaines dans lesquelles il n'y a pas grand-chose. Tout à l'heure, là, je vous parlais des triathlètes féminines avec leurs règles. Une femme qui a des règles douloureuses et qui est vraiment pas bien, probablement dans sa semaine de récupération, il n'y aura pas grand-chose. Parce que tout simplement, elle ne sera pas forcément opérationnelle. Et puis, quelqu'un qui a vraiment eu cette habitude de s'entraîner et qui en plus a un bon bagage physique, malgré tout, dans cette semaine souple, oui, elle sera souple, mais il y aura quand même plein de choses dedans. On va maintenir quand même un certain volume d'entraînement et limiter un petit peu plus les intensités. D'accord? Donc, on pourra avoir 3 semaines. Une première semaine très volumineuse, très intense. Deuxième semaine, on descend un petit peu. Troisième semaine, on descend un petit peu. La 4e semaine, il y a du volume, potentiellement le même volume qu'habituellement. Mais par contre, moi, c'est ma manière de faire. Je fais sauter les intensités et je vais peut-être rajouter un petit peu plus de préparation physique, du gainage, du travail de force pour éviter que les sportifs se blessent et potentiellement, dans un second temps, peut-être même qu'ils deviennent un petit peu plus forts et un petit peu plus gainés. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. 3 semaines de travail, une semaine d'entraînement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il se peut que de temps en temps, les rythmes de compétition, ce rythme de compétition fait que je suis obligé de peut-être faire 4 semaines d'entraînement pour une semaine souple, qui viendrait par exemple une semaine d'affûtage avant une compétition, ou 2 semaines plus une semaine. Mais là, en cette période un petit peu particulière, où dans tous les cas on n'a pas de course, 3 semaines pour une semaine de récup, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais défiler. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a commencé sur de la course à pied. Bien sûr, on peut basculer sur de la préparation physique, sur du vélo, sur de la natation parmi les questions. Nous avions un thème de départ. On ne sait pas si on finira encore sur la course à pied tout à la fin du live. Alors, Cricri,
Christelle qui me dit, quid des séances de côte? À pied ou à vélo? Ou en natation? Séance de côte à pied? Oui, bonne idée. Bonne idée. Notamment, en ce moment, si dans le kilomètre autour de chez vous, vous avez une côte, ça peut vous permettre de faire des bonnes séances et d'intensité à pied et de renforcement musculaire. Par contre, il ne faut pas se retrancher uniquement dans la séance de côte parce que ce n'est pas tout à fait la même pose de pied que si on fait une séance d'intensité sur du plat. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors après, j'habite dans un endroit où les routes plates, elles sont pas nombreuses, hein. Mais courir en côte, un intérêt, fort impact musculaire. Fort impact musculaire. Bien plus important que sur du plat. Par contre, bien sûr, vous n'atteindrez pas les mêmes vitesses. Donc c'est un petit peu plus difficile par contre de calibrer vos séances. Quand vous savez que vous avez une VMA X, derrière, par une règle de 3, vous savez que pour telle distance, vous allez mettre tant de temps en définissant la bonne vitesse. Là, en course à pied en côte, vous n'allez pas pouvoir vous baser sur votre VMA pour gérer votre intensité d'effort en côte. Là, il va falloir peut-être un petit peu plus travailler uniquement au temps en se disant je fais 30 secondes d'effort en côte, je redescends, de nouveau 30 secondes d'effort en côte. Mais c'est quelque chose moi que j'aime bien, que je propose très régulièrement. Et que même de temps en temps, ce que je propose, c'est par exemple un petit exercice fatigant les muscles des jambes en bas de la côte, des squats, des fentes, tenir en chousse, d'accord, pendant 15, 20, 30 secondes, et derrière courir dans la côte avec des qualités musculaires légèrement dégradées. Séance à essayer, c'est pas mal du tout. Alors j'ai vu après Cricri, il y avait une autre question, je vais essayer de la retrouver. Ah non, j'ai cru. Après, vos séances de côte, hein, elles se font aussi à vélo. Hein. Et notamment pour développer votre PMA. En attendant la prochaine question, là, je zappe là-dessus. Pour développer votre puissance maximale aérobie, d'accord, la cylindrée de votre moteur en vélo, il est plus qu'intéressant de faire ces séances de fractionnés à vélo en côte. On va devoir se battre contre la gravité. C'est comme ça qu'on va développer un maximum de puissance. Mais si vous préparez une compétition qui sera toute plate, au fur et à mesure de votre préparation, plus vous allez approcher de votre compétition objectif, plus vos séances d'intensité, il faudra être capable de les faire sur du plat pour développer un maximum de puissance sur le plat en emmenant un gros braquet. Et ça, c'est particulier, ça demande aussi de la pratique. Encore une question, Jean-François, tu parlais d'une séance d'intensité tous les 10 jours après 50 ans. Et le reste des séances, on fait quoi? Alors, parmi ces séances, tu auras de l'endurance, tu auras peut-être du travail technique et tu auras du renforcement musculaire, ce qui occupe très largement une semaine d'entraînement. Voyez, moi actuellement, les plans d'entraînement que je fais chaque semaine comportent déjà 2 séances de préparation physique. Alors, pas besoin d'aller en salle de musculation, parce que dans tous les cas, en ce moment, elles sont fermées, donc tout se fait au poids de corps. Ou avec des sangles pour faire ce qu'on appelle du suspension training. Pour ceux qui connaissent le concept de TRX, ce sont des sangles qu'on peut accrocher sur un point fixe et puis on peut faire des pompes, des exercices pour les dorsaux, pour les jambes, c'est excellent. Ça coûte pas très cher et ça vous pouvez l'installer chez vous. Donc il y a 2 séances de préparation physique, il y a un petit footing qui se suit d'une séance de gainage, une séance de proprioception pour se renforcer les chevilles. Si derrière on rajoute une séance d'endurance à vélo, une séance de technique de pédalage à vélo. Ça, j'aime beaucoup. Encore plus en cette période où on ne peut faire que du home trainer, c'est-à-dire des exercices de pédalage à une jambe, des exercices de travail de force ou de vélocité sur le pédalage. Et puis derrière, si on avait la possibilité de nager, une séance d'endurance pure en natation, et 1 ou 2 séances de technique en natation, on a vite fait le tour. Hein. Vous avez vu, là, ça en fait des séances. Hein. Donc, ce concept, cette idée, moi, que j'ai de mettre une seule séance d'intensité tous les 10 jours pour les plus de 50 ans,
Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, d'accord? Et un triathlète de plus de 50 ans qui récupère très bien, qui n'a pas de douleur articulaire, qui récupère très bien d'une séance d'intensité, je ne vais pas le limiter à une séance d'intensité. Il en aura probablement une deuxième. Et par exemple, il faut une séance d'intensité à pied et une séance d'intensité en natation. Une séance d'intensité sur laquelle on va tabasser un petit peu les jambes, une séance d'intensité en natation sur laquelle on va tabasser plutôt le haut du corps, les membres supérieurs. Encore une fois, gardez en tête que dans l'entraînement, rien n'est gravé dans le marbre. Nous sommes tous différents. Il y a des très bonnes méthodes qui fonctionnent bien, mais qui ne fonctionneront pas forcément pour vous, ou qui vont peut-être fonctionner une fois avec vous, vous avez fait une super course, et sur la préparation suivante ne vont pas fonctionner. Donc moi ce que je vous donne là, c'est des grands principes, mais qui encore une fois doivent être adaptés au profil de chacun. Vous voyez, moi j'ai à peu près entre 20 et 25 personnes que j'entraîne. J'en entraîne pas plus parce qu'après je ne sais pas faire. Sinon ça me ferait faire du copier-coller sur les plans d'entraînement, ça ne me plairait pas. Et sur ces 25 personnes, si ces 25 personnes préparaient l'Ironman de Nice, il n'y en aurait pas une avec le même plan d'entraînement. Parce que chacun a des points forts, des points faibles différents et un vécu sportif différent. Peut-être qu'il y en a un, c'est un ancien nageur, l'autre c'est un ancien coureur, un autre il n'est pas mauvais à vélo. Et puis après on a tous des rythmes de vie différents et des capacités physiques différentes. Alors, la cadence en course à pied, est-ce important? Ouais, c'est le nombre d'or de 180 pas par minute. Alors je t'avouerai, je vais être très franc, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais compté ou regardé ma cadence ou la cadence des gens que j'entraîne en course à pied. Je serais incapable de t'apporter une réponse pertinente à ta question. Il y a des gens qui ont pas mal théorisé sur la pose de pied au sol. Je serais incapable de te répondre à ça. Je ne sais pas tout, loin de là. Question Ludo, donc c'est le plaisir avant tout et savoir s'écouter. Bien sûr, bien sûr. Qui parmi les gens qui m'écoutent là sont des professionnels du triathlon? Et quand bien même vous seriez professionnel du triathlon, est-ce que vous seriez capable de vous entraîner 20, 25 heures, 30 heures par semaine sans plaisir? N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Si à un moment vous perdez le plaisir dans votre pratique, posez-vous des questions. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Votre motivation à vous entraîner et à pratiquer le triathlon n'est pas forcément tout à fait saine. Il va de soi que vous devez éprouver du plaisir. Alors bien sûr, une séance d'intensité, je suppose Ludovic que tu fais des séances d'intensité, elles ne sont pas toutes très plaisantes. Elles ne sont peut-être pas très plaisantes sur l'instant, mais peut-être que tu as du plaisir et une certaine satisfaction une fois que tu as terminé cette séance d'entraînement en te disant eh, celle-là, je l'ai vaincue et je me sens plus fort. Donc faites attention, il y a des très bons articles dans Trimag, notamment sur la motivation, je crois que c'était en début d'année, écrit par Olivier Espagnol. Ne faites pas du triathlon pour faire du triathlon, ne faites pas de la course à pied que pour faire de la course à pied et avoir ce sentiment, cette recherche de reconnaissance. Votre pratique sportive, elle ne vous appartient qu'à vous, quel que soit votre résultat à la fin d'une compétition. Et il va de soi que vous pouvez avoir un plan d'entraînement écrit à l'avance. Il y a un moment, c'est quand même vous qui allez réaliser la séance. Et si ce jour-là, vous n'avez pas envie d'aller faire une séance et vous avez envie d'aller faire autre chose, faites autre chose. Faites autre chose. Ce sera probablement bien plus productif que de vous forcer à aller faire une séance qui sera potentiellement faite à moitié parce que vous n'avez pas envie. Moi, je propose des plans d'entraînement qui sont totalement individualisés, mais très régulièrement, je reçois des messages des sportifs que j'entraîne par texto, par WhatsApp, par le Messenger Facebook. Fred, écoute, là aujourd'hui, j'ai pas trop envie d'aller courir, je préfère aller faire du vélo, il fait beau, il n'y a pas de vent, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Mais bien sûr, prends ton vélo, va faire ta séance. Moi, après, c'est mon travail d'entraîneur de prendre le planning qui était prévu et de refaire ma tambouille pour retomber sur mes pieds. Mais encore une fois, le sport n'est pas votre métier. Vous faites ça pour votre plaisir, pour votre bien-être, pour votre santé.
on n'est pas au bagne. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. En plus, on a cette chance en triathlon d'avoir des distances très variées, du XS jusqu'au XXL. On a la possibilité de faire du triathlon, du duathlon, du Xterra, de l'aquathlon. On a même cette possibilité, parce que nous les triathlètes, on aime bien quand même aller voir un peu ce qui se fait à droite à gauche, d'aller faire des courses pédestres, des courses cyclistes. En natation, la Fédération française de natation a développé quand même un programme assez sympa de compétition de natation en eau libre. Enfin, on a une possibilité énorme de faire plein de compétitions. Vous savez, là où les cyclistes, parce que j'entraîne aussi quelques cyclistes, là où les cyclistes ont un peu de mal à venir faire autre chose. Nous, on a cette possibilité. Et c'est génial. On entretient notre motivation et en plus, on progresse. Que demande le peuple? Alors, que je regarde encore ce qu'il y a en question. N'hésitez pas, hein. Ne faites pas les timides. Il est 19h41. Dans 10 minutes, on fera le tirage au sort parmi tous ceux qui ont partagé la publication annonçant ce live de la publication de Trimag. Il y aura le bouquin Je suis triathlète aux éditions Amphora. C'est 10 ans d'entraînement triathlon que j'ai réussi à vous compiler dans ce bouquin en essayant de ne pas être trop chiant, pas être trop théorique. C'est pas un bouquin de physiologie, mais d'être le plus pratique possible. Et vous avez on parle de thèmes, vous voyez là, le monitoring de l'entraînement, c'est-à-dire le suivi de votre charge d'entraînement pour ne pas rentrer en surentraînement. On parle de polarisation de l'entraînement, vous voyez. D'accord. Jusqu'à la puissance en cyclisme, l'entraînement d'altitude. Alors moi j'ai cette chance, j'habite en altitude, j'habite à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Vous avez vu derrière, j'ai mes beaux skis. Naturellement, je fais de l'entraînement d'altitude. Mais c'est quelque chose à peut-être venir travailler un petit peu lorsqu'on commence à être un petit peu performant. Mesdames, mesdemoiselles, je ne vous ai pas oublié. Le triathlon pour les femmes. Mais encore, hein, je ne suis pas tout à fait satisfait. J'aurais voulu en mettre beaucoup plus. Et probablement un de ces jours, je sortirai, je m'attellerai à écrire qu'un bouquin triathlon pour les femmes. Il y a plein de choses dans ce bouquin que vous pouvez trouver sur la Fnac, Amazon, dans toutes les bonnes librairies. Mais ce soir, il y en a un à gagner, par tirage au sort. Si vous voulez, je vous le dédicacerai. Alors, est-ce que j'ai encore une question? Notamment dans le bouquin, il y a toute une partie sur la préparation physique. Sur la préparation physique, qui me semble être un axe important à intégrer peu à peu dans votre entraînement. Premièrement, vous allez limiter les blessures. Deuxièmement, vous allez être plus performant. Tiens, une petite question. Comment puis-je améliorer ma foulée malgré les séances de gamme d'athlétisme sans contrôle visuel d'un œil expert? Alors ouais, c'est vrai que c'est le petit souci lorsqu'on s'entraîne tout seul. Alors ça peut être intéressant, mine de rien, de se filmer. On a tous des smartphones. Vous le mettez en mode vidéo. Vous essayez de caler votre smartphone et faites des passages réguliers et essayez d'observer la manière dont vous posez les pieds. Après, encore une fois, on a un peu cette image du coureur kényan qui court sur l'avant-pied. On n'est pas tous faits pour ça. Certains essaieraient de se mettre à courir comme un kényan qu'ils se blesseraient. Il va de soi que courir sur l'avant-pied donne plus de dynamisme dans notre foulée. On utilise des groupes musculaires qu'on n'utilise pas lorsqu'on talonne, notamment tous les muscles des mollets. On utilise un petit peu plus les fessiers aussi. Ça peut être bien de développer ça parce que vous allez avoir une foulée plus dynamique et en plus plus économe. C'est-à-dire pour 1 km couru, vous allez consommer moins de calories. C'est génial. Mais c'est vrai que se corriger tout seul, ça peut être un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous filmer, n'hésitez pas à vous regarder. Certains ont une capacité à apprendre en regardant, d'autres c'est plus en écoutant ou en lisant.
mais certains ont cette capacité d'apprendre en regardant et vous allez peut-être voir que vous avez 2-3 défauts qui peuvent être des défauts de placement, peut-être être un petit peu cassé en avant parce que vous êtes peut-être un petit peu raide sur l'arrière des cuisses. Certaines personnes courent au contraire, on a l'impression qu'elles ont un élastique qui les retient par derrière et ont des petits soucis à retrouver un buste bien droit, bien à la verticale. Ça, c'est peut-être un petit manque de gainage. Mais après, par exemple, sur la pose de pied en elle-même, ça vient aussi un peu naturellement. Tout à l'heure, j'avais une question sur ce nombre d'or, ce chiffre d'or de 180 pas par minute. C'est, encore une fois, beaucoup de pratique. Et puis aussi, des fois, essayer des choses un petit peu différentes. On court de temps en temps avec des chaussures qui sont peut-être un petit peu épaisses, pas très souples. Et puis on peut courir aussi de temps en temps avec des chaussures qui sont complètement chewing-gum. Voire, si vous le pouvez, courir pieds nus. Sur des petites distances. L'idée n'est pas de faire un footing d'1 heure pieds nus ou en five fingers. Vous voyez, c'est une paire d'Adidas, je ne sais même plus, ce sont des Adi purs, qui sont un petit peu anciennes, mais qui sont complètement chamallows. Mais c'est de venir chercher d'autres sensations dans vos articulations, dans votre chaîne musculaire de la jambe, parce que vous avez une chaussure peut-être un petit peu moins protectrice. Le fait aussi de courir, justement tout à l'heure Cricri demandait l'intérêt des séances en côte, le fait aussi de courir sur du plat, le fait de lâcher un petit peu les chevaux lorsqu'on s'en sent capable dans une descente, permet de développer aussi votre foulée et renforcer toute la musculature et toutes vos articulations de la cheville, bien sûr, pour éviter les entorses, genoux, et au niveau des hanches. Mais encore une fois, filmez-vous. J'essaierai, je vous promets rien, mais j'essaierai, et notamment si on a cette possibilité-là, de vous faire un petit live avec un coureur, et on essaiera de décortiquer un petit peu, de voir un petit peu les différents défauts qu'il pourrait y avoir, et comment essayer de les compenser. Je vous promets rien, ça me vient juste comme ça, mais on pourrait essayer de faire ça, ça pourrait être un thème, je pense, particulièrement intéressant. Alors, est-ce que j'ai encore une question? Et d'ailleurs, là je rebondis aussi, le fait de ne pas avoir d'œil expert lorsqu'on s'entraîne tout seul. Filmez-vous et n'hésitez pas aussi de temps en temps, même si j'entraîne en club, mais j'entraîne aussi à 80% hors club, n'hésitez pas aussi à aller en club. J'ai beaucoup de triathlètes, lorsqu'ils me contactent pour un plan d'entraînement pour préparer une grosse compétition, je leur précise que s'ils veulent continuer à nager en club, ou en tout cas à conserver une séance en club, c'est très très bien. Il y a des très bons entraîneurs de club, des très bons entraîneurs de natation qui interviennent dans des clubs de triathlon. Et cet œil extérieur, notamment en natation, peut vous permettre de gommer des défauts que moi, en produisant un plan d'entraînement derrière mon clavier, je ne pourrais pas voir. Après, bien sûr, j'ai des triathlètes qui arrivent à se faire filmer et qui m'envoient des vidéos. Et on fait un petit débrief très régulièrement sur une technique de natation, sur un positionnement vélo. Et encore que le positionnement vélo, je préfère envoyer ça à des gens dont c'est le métier. Moi, j'aime beaucoup le travail de Joël Steve chez Vélo Fitting, qui est vraiment avec une approche très scientifique, très cadrée, et puis avec une grosse expérience. Mais le recours à la vidéo, aujourd'hui, il est facile de se filmer. Il y a 30 ans, c'était compliqué, mais aujourd'hui, on peut très facilement se faire corriger. Et moi, régulièrement, je reçois des vidéos des sportifs que j'entraîne, et on fait un petit correctif si c'est nécessaire. Alors, j'ai vu passer des questions. Avantage des nouvelles chaussures en carbone. Ouais, alors, Nike avait commencé avec les chaussures en carbone pour le projet de marathon en dessous des 2 heures. Toutes les autres marques ont sauté un peu sur l'occasion, rajouter ces lames en carbone. Une lame en carbone, c'est quoi? Le carbone, un composite qui est très raide. Donc lorsqu'on le tord, il va vouloir reprendre sa forme, mais de manière très dynamique. Le fait d'avoir ces semelles en carbone, lorsqu'on pose le pied au sol, on va tordre la semelle en carbone, et cette semelle en carbone va vouloir reprendre sa forme initiale, et donc va nous propulser. Quoi en penser? Vous savez, ça me fait penser un petit peu à cette période où les nageurs de compétition avaient les combinaisons de polyuréthane. J'aimerais pas qu'on tombe à un moment dans l'utilisation d'artifices qui travestissent la vraie performance physique. Aujourd'hui, tous les chronos sont battus.
quasiment sur les distances de fond et demi-fond sont battues par des possesseurs de chaussures à lame carbone. Pas forcément du Nike, hein, d'accord. Je sais que Hoka en a sorti, que ASICS en a sorti, si je me trompe pas, Adidas aussi. Moi, ça me gêne un petit peu. C'est le côté un petit peu éthique. Mais l'avantage qui est sûr, c'est que ces semelles en carbone sont très raides et vont te propulser vers l'avant. Attention, ça change aussi votre manière de courir. Ce sont des chaussures qui, là aussi, naturellement, vont vous amener un petit peu plus à poser votre pied sur l'avant-pied. Ça demande une certaine pratique. Et donc, lorsqu'on achète ce genre de chaussures, on ne les sort pas que en compétition, on fait des séances avec pour que ces chaussures se fassent à votre pied et que vous aussi, votre musculature, votre manière de courir se fasse à cette forme de chaussure. En tant que duathlète, as-tu des conseils pour faciliter la transition course-vélo-course? Des conseils. Alors, pour avoir débuté par le triathlon, parce que j'étais pas un très grand nageur, je sais ce que ça fait. Ça fait particulièrement mal. Déjà, en fin de compte, chez un duathlète, il y a deux choses qui sont très compliquées à gérer. Un, le départ de la première course à pied qui part comme une course à pied sèche. Donc ça, la pratique de la course à pied sèche sur du 5, du 10 km, du semi est un avantage. Et ensuite, en deux, on a la transition, cette fameuse transition, déjà de la course à pied vers le vélo, puis du vélo de nouveau vers la course à pied qu'on connaît un petit peu tous en triathlon. Là, la pratique est nécessaire à l'entraînement. C'est-à-dire que je te parlais, Sébastien, de ces départs rapides. Il est intéressant aussi de simuler ça à l'entraînement. Moi, j'aime bien faire des séances d'entraînement où on a, par exemple, sur 600 mètres, 200 mètres rapides, mais très rapides, d'accord. On est vraiment comme sur un travail de VMA. 200 mètres rapides, 300 mètres à ton allure de course. On imagine une allure de course 5 km ou 10 km. Et 100 mètres où on déroule. On est vraiment lent avant de prendre une récup passive. Et ainsi de suite. Ce 200 mètres rapide, 300 mètres allure de course, 100 mètres lent pour revenir se placer sur la ligne de départ. Ça, c'est des séances que je sors très régulièrement alors, aux duathlètes. J'en ai plus beaucoup, mais de temps en temps, parce que malheureusement, il y a de moins en moins de duathlons, mais de temps en temps, c'est des séances que je sors ou que j'ai sorties et que moi j'ai expérimenté, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, cet enchaînement, course à pied vélo et vélo course à pied, il faut aussi le travailler. Amener son home trainer au bord de la piste d'athlétisme et enchaîner par exemple des séquences de 5 minutes ou 10 minutes sur une puissance cible, descendre du vélo, chausser les running, partir là aussi très rapidement pour venir chercher son allure cible, c'est des choses à pratiquer en amont des compétitions. On ne peut pas se pointer sur un duathlon. En tout cas, le duathlon ne permet pas l'à peu près. C'est un sport, moi j'ai trouvé que c'était le sport probablement le plus dur que j'ai pratiqué. Et il n'y a pas d'à peu près sur la préparation. Il faut anticiper ce travail de transition de la course à pied vers le vélo pour tout de suite trouver la bonne puissance et la bonne cadence de pédalage pour que nos jambes tout de suite se mettent en mode cycliste et puis en mode course à pied. Et aussi très rapidement passer du mode cycliste au mode coureur, que ça se passe le plus rapidement possible. Pour ça, il vous faut des certitudes en termes d'allure de course à pied et pas uniquement suivre le troupeau. Si vous savez que vous courez en allure sèche un 10 km en 40 minutes, ne cherchez pas à partir à plus de 15 à l'heure. Ça n'a aucun intérêt, sachant que derrière vous allez devoir rouler et derrière encore courir. Ce serait parfaitement suicidaire. Et si vous savez que à l'entraînement, rouler à 250 watts, ça passe, ne partez pas comme des fadas à la transition numéro 1 avec une allure à 300 watts qui va faire que vous allez exploser très rapidement. Tout ça, l'entraînement vous permet de limiter un peu cette zone d'incertitude et d'avoir vraiment des infos, des données précises à suivre en compétition. N'oubliez pas, on fait un sport qui est en fin de compte, hormis le triathlon olympique qui se roule en peloton, ensuite, c'est comme si on lançait un contre-la-montre individuel, mais c'est juste qu'on balance tous les participants en même temps. Ensuite, on ne s'occupe plus de ce qui se passe vraiment autour de nous, on s'occupe de sa propre performance, de ses propres sensations. Quand ça court trop vite ou quand ça roule trop vite, ne cherchez pas à suivre le mouvement, vous allez vous faire sauter la caisse. Ensuite, est-ce qu'il y a une dernière question?
Ludo, on parle souvent de rapport poids-puissance. Comment on le mesure en course en montagne? Alors ouais. Il va de soi que lorsqu'on commence à faire des épreuves de montagne, qu'on se bat contre la gravité, plus on est léger, mieux c'est. Après, plus on est léger, plus potentiellement on peut perdre de la masse musculaire. Si on a moins de masse musculaire, donc on a moins de muscles pour se battre contre la gravité. Ce fameux rapport poids-puissance passe par différentes choses. Alors bien sûr, il y a ton entraînement qui permet d'optimiser ça. Mais il y a aussi tout un travail nutritionnel à faire pour perdre du poids certes, mais perdre du poids intéressant. Si on perd de la masse grasse, d'accord, c'est un poids inutile dont on se déleste, c'est très bien. Mais il ne faut pas se mettre tellement d'entraves alimentaires qu'on perdrait en masse musculaire et donc en puissance pour se battre contre la gravité. Lorsqu'on prépare une compétition pédestre en montagne ou tout simplement un Embrunman ou un triathlon de l'Alpe d'Huez, sur lequel, même sur le vélo, il va falloir se battre contre la gravité. Donc là, il y a vraiment un travail, quand on veut optimiser son rapport poids-puissance, bien sûr, il y a votre entraînement, mais il y a aussi tout un travail alimentaire à mettre en place pour éviter de faire des erreurs et là aussi se serrer un petit peu trop la ceinture et ne plus être capable de mettre un pied devant l'autre. On rentrerait dans un surentraînement qu'on ne crée pas par trop d'entraînement, mais par un manque de calories et un manque d'alimentation équilibrée. Donc ça, il faut faire attention. Il y a un travail à faire là-dessus. Tout le monde a un travail à faire là-dessus, continuellement. Selon les objectifs qu'on vise, il y a des stratégies alimentaires à mettre en place et il y a une alimentation quotidienne à travailler. Allez, une petite dernière question, s'il y en a une. Sinon, on va passer au fameux tirage au sort. Plus de questions? Est-ce qu'on passe au tirage au sort? On y va? J'ai sorti mon plus beau saladier. Vous étiez une cinquantaine à avoir partagé la publication Trimag annonçant ce Ask the Coach qu'on essaiera de renouveler très rapidement parce que c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je ne regarde pas, j'ai pris tous les noms des gens qui ont partagé cette publication, je les ai mis sur un petit bout de papier, vous voyez, qui sont, j'en prends au hasard, d'accord, qui sont pliés en deux, ce qui fait que je ne vois pas le nom. Qui va gagner un exemplaire de Je suis triathlète? Attention, qui a gagné? Alors, Grégory Kostzewa. Grégory Kostzewa. Bon, j'écris pas très bien, hein, d'accord? Grégory, tu as gagné un exemplaire de Je suis triathlète, d'accord? Avec Trimag, on va prendre rapidement contact avec toi pour récupérer ton adresse postale. Et dès le début de semaine, ça part au courrier, tu le recevras très rapidement. Comme ça, tu pourras occuper tes longues soirées d'hiver. J'espère que le bouquin te plaira. Il y a quasiment 200 pages sur l'entraînement triathlon. On parle autant de courte distance que de longue distance. Ça parlera autant aux débutants qu'au triathlète confirmé qui veut approfondir son entraînement. Cet exemplaire, Grégory, il est pour toi. Il part très rapidement. Écoutez, on va conclure ce premier Ask the Coach de l'hiver 2020-2021. J'espère que ça vous a plu. Avec la rédaction, on essaiera de remettre ça très rapidement. J'avais dans l'idée peut-être de faire un petit Ask the Coach orienté préparation physique. On va voir si c'est possible très rapidement de faire ça et de vous emmener dans une salle de musculation. Mais l'idée, ce sera de parler de préparation physique sans forcément beaucoup de matériel. Et donc, on essaiera de remettre ça très très rapidement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la publication parce qu'elle va rester sur la page Facebook de Trimag. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me suivre sur ma page Facebook Azure Performance Fred Hurlin, entraîneur, ou sur mon Instagram Azure Performance, à me poser des questions, qui vous viendraient après ce live. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement aussi sur papier avec le prochain Trimag qui sortira en début d'année 2021. J'espère que le dernier numéro qui est sorti ces derniers jours vous plaît et vous permet d'apprendre 2-3 choses aussi sur l'entraînement, sur la préparation mentale, sur la diète. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la page
Facebook de Trimag. Il est 20h tout rond, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon entraînement. Je sais que c'est pas facile l'entraînement, les triathlètes, pas de piscine ouverte, on se limite à du home trainer, 1 km de chez soi pendant 1 heure. C'est pas l'entraînement le plus sympa en ce moment, mais si vous êtes sérieux sur votre entraînement, ça vous permet d'entretenir votre passion pour le triathlon, votre motivation, et vous verrez, vous aurez progressé. Passez une bonne soirée, un bon week-end à tous. À la prochaine, salut!